Hello magnifique, unique, fantastique personne que tu es, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me trouve en compagnie d'un expert en entrepreneuriat. Je vais vous présenter dans un instant, il a accompagné plus de 15 000 entrepreneurs dans le monde entier francophone, plus d'une trentaine de pays. Des centaines de milliers de personnes à travers ses différents conseils au total. Il est d'abord connu sous le nom de Sébastien Knight pour toute son activité de conseil en séduction. Et puis, il a accompagné, comme je te le disais, des dizaines de milliers d'entrepreneurs dans le monde de l'entrepreneuriat. Et il a sorti un bouquin passionnant, unique, qui connaît un succès phénoménal, qui s'appelle Profession de entrepreneur libre. Bonjour Sébastien. Bonjour André, merci pour cette interview et je suis honoré de pouvoir partager mes conseils avec tes auditrices et spectatrices. Ouais, et puis bienvenue dans ce moment qu'on passe ensemble et je suis honoré de te recevoir vraiment du temps que tu nous octroies. J'ai plein de questions pour toi, Sébastien. Je sais que tu vas y répondre avec beaucoup de précision. Et juste avant de démarrer, te raconter une petite anecdote qui m'a vraiment marqué. Moi, c'est la première fois que j'ai pris connaissance de qui tu es, ce que tu fais. Je suis tombé sur une vidéo où tu dansais le tango dans le monde entier. Et à un moment donné, tu demandes ton épouse, Cécile, si mes souvenirs sont C'est bien bons, ça. en mariage. Et je me suis dit, waouh, ce gars, il ose. Effectivement, en 2013, j'ai décidé d'exaucer un des souhaits de ma compagne à l'époque, qui était de voyager et de danser. Et donc, nous sommes partis en voyage autour du monde. On a fait 7 pays, Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Thaïlande, Australie, États-Unis. On a visité 204 des lieux les plus beaux et romantiques du monde. Et à chaque fois, on a dansé sur place. Dans la vidéo, il y a effectivement du tango à Buenos Aires avec le couple vice-champion du monde de tango. On a pris des cours pendant 3 semaines avec eux. Il y a aussi de la salsa, il y a du West Coast Swing. Et quand on était en Inde, donc j'ai profité d'être dans un palais de Maharaja, un palais de marbre flottant sur le lac d'Udaipur, qui s'appelle le Taj Lake Palace, pour demander Cécile en mariage. Donc aujourd'hui, nous sommes mariés, nous avons une petite fille qui s'appelle Alice. Ouais. Et tu vois, toute cette aventure a été rendue possible parce que mon entreprise, j'ai décidé pour faire ce voyage de la structurer de façon à pouvoir travailler un jour par semaine. Pratique que j'ai faite pendant toute la durée de notre voyage autour du monde et que j'ai refaite depuis la naissance de ma fille Alice. OK. Donc à l'époque, pendant le tour du monde, c'était les lundis. Les lundis, c'était l'accord qu'on avait entre nous que j'aurais Internet et que je pouvais travailler 6 heures cette journée-là. Donc ça voulait dire même au milieu de Rishikesh en Inde, trouver un cybercafé avec une connexion pour que je puisse travailler. Mais ça voulait dire aussi que moi, je faisais la promesse en fait, de ne pas être accaparé par mon entreprise et mes projets tout le reste du temps. Ouais. Et depuis la naissance de notre fille, eh bien, c'est la même chose. J'ai choisi de concentrer en fait tout mon travail, la gestion de mon entreprise et de mon équipe sur une journée, qui est le jeudi. Et de faire occasionnellement, depuis la sortie de mon livre, je fais aussi des interviews au sujet du livre que je fais en général le mercredi sur une demi-journée. OK. Et donc, tout ça, c'est possible parce que voilà, je suis les conseils que je donne moi-même dans Profession Entrepreneur Libre. Et c'est ce que j'aimerais partager avec tes auditrices. Écoute, Sébastien, j'ai une première question pour toi parce que, non, j'en ai deux en fait, deux premières. J'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu le réussis. Mais j'aimerais savoir, pour qu'on puisse aussi comprendre ton trajet, qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es maintenant, est-ce que tu as quand même vécu des choses que tu as dû transcender dans ta vie? Alors, c'est une excellente question parce que, alors déjà, merci du compliment, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont parfois cette impression, Sébastien, décidément, il réussit tout, c'est parce que je n'ai pas peur de raconter quand j'ai échoué. Et de mon point de vue, en fait,
c'est quelque chose que je tiens d'une de mes amies et mentors, Suzanne Garrett, qui est championne du monde d'agility. L'agility, c'est un sport extrêmement physique qui consiste à faire un parcours d'obstacles en fait, avec un chien qui doit suivre les gestes que fait le dresseur. Et en fait, ce qui est formidable chez Suzanne, c'est qu'elle a 59 ans cette année, elle va avoir 60 ans, et elle est championne du monde de ce sport depuis maintenant presque 30 ans. Chaque année, les championnats internationaux et les championnats du monde, elle les remporte presque tous. Et c'est un sport où, en fait, quand on regarde le podium, la deuxième et troisième sur le podium ont 25 ans. Donc, elle est championne du monde en ayant 30 ans de plus, le double de l'âge des autres participantes. Et quand elle est seulement vice-championne ou troisième sur le podium, ce sont ses élèves qui sont sur le podium devant elle. C'est vraiment formidable. Okay. Et quelque chose que j'ai appris de Suzanne, c'est qu'elle dit, eh bien, quel que soit le projet dans lequel je me lance, quelle que soit la compétition que je fais dans mon sport, eh bien, il n'y a que deux issues possibles. Soit je gagne, soit j'apprends. Et de la même façon, je vis en fait, j'ai choisi de vivre ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle, comme une expérience. Je tente des nouvelles choses et il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et dont la plupart des gens ne se rendent pas compte que ça n'a pas marché au premier essai, mais c'est parce qu'après, j'en tire les leçons et parce que c'est mon métier que d'être auteur et d'être conférencier, des formateurs, je raconte souvent ce qui n'a pas marché. Mais du fait que j'en ai toujours appris, ça ressort parfois l'expression de l'extérieur que du coup, ça a toujours marché. Mais en fait, non, tout n'a pas marché. Ma première entreprise que j'ai lancée, c'était une start-up en Irlande que j'ai lancée avec mon ancien maître de stage. J'avais 21 ans à l'époque. Et ça a été un flop, non pas parce que les clients n'ont pas acheté notre produit, mais parce qu'en fait, on n'a jamais osé lancer officiellement l'entreprise. On l'a créé, on l'a immatriculé, on a bossé pendant un an et en fait, on n'a jamais osé lancer le produit par excès de perfectionnisme, par peur d'oser se mettre en avant et dire voilà ce qu'on a fait, voilà le résultat. Mon associé qui était plus âgé que moi et donc avait beaucoup d'influence était vraiment terrifié par l'idée de montrer quelque chose qui ne soit pas absolument parfait. On a un jour perdu 15 jours de travail parce que sur le site web, il y avait un pixel de décalage, le texte était un pixel trop bas. C'est-à-dire, personne ne s'en rendrait compte, mais nous, on savait au pixel près comment ça devait être. Et donc, on a passé 15 jours à essayer de trouver pourquoi le pixel était une ligne trop bas. Et c'était représentatif, en fait. Mais j'en ai appris de cette leçon. J'ai décidé, en fait, je dois me débarrasser de ce perfectionnisme. Si je veux pouvoir devenir entrepreneur et entrepreneur libre, je dois oser mettre au monde la première version acceptable et vendable de mon produit et laisser le marché me dire comment l'améliorer. Et c'est ça qui m'a permis après de lancer enfin ma première entreprise en 2007. Ok. La première version, je souligne tes mots parce qu'ils sont importants. Tu as parlé d'authenticité dans ce que tu vis. Tu parles et de tes succès et des choses qui ont moins bien fonctionné. Tu as parlé de la première version acceptable et vendable, donc passer du perfectionnisme à je peux aussi lancer quelque chose d'imparfait et faire des réglages au fur et à mesure. C'est très vrai ce que tu partages, je t'en remercie. Sébastien, tu connais le succès que tu connais, tu es très visible, tu es intervenu à la télévision, à la radio, tu touches énormément de monde. Tu vis l'abondance financière. Pourquoi un livre? Je dirais, dans l'absolu, ce n'était pas forcément nécessaire, mais pourquoi pour toi c'était vraiment important? Parce que c'est un travail titanesque d'écrire un livre. Alors, je t'avoue que si au début de l'écriture de ce livre-ci, on m'avait dit la douleur et les efforts que ça allait représenter, j'aurais peut-être réfléchi à nouveau, réfléchi à deux fois. Mais je vais répondre à la question, pourquoi un livre? En fait, je suis arrivé donc, fin 2017, la naissance de ma fille, c'est le 28 novembre 2017, et j'ai passé en fait une bonne partie de l'année 2017 avec mon équipe à structurer à nouveau l'entreprise de façon à pouvoir travailler un jour par semaine, non plus pendant une durée déterminée, mais indéfiniment. Et donc faire en sorte que l'entreprise continue de se développer, l'équipe puisse prendre des décisions sans ma présence. Et donc on avait
cette liste de critères de succès qui est l'équipe est capable de prendre les décisions malgré le fait que Sébastien sera peu présent. L'entreprise va continuer de croître et de se développer financièrement sans que Sébastien soit le driver principal pour vendre des produits ou des services. Et si jamais Sébastien se retrouve coincé au Tibet pendant 1 an et qu'il disparaît, l'entreprise doit avoir continué de fonctionner et de se développer en son absence. Donc, quand j'arrive à la fin de l'année 2017, je suis dans cette situation où, effectivement, je gagne non seulement très bien ma vie, mais je ne dépense que approximativement un quart de ce que je gagne. Je gagne 4 fois plus que ce dont j'ai besoin, malgré le fait que je voyage autour du monde, je vis pleinement ma liberté, je prends des cours de saut en parachute en solo, de guitare, j'apprends des langues étrangères, je fais plein de choses. Et donc, j'arrive dans une situation où je crée du temps, et ayant ce temps disponible, il faut avouer, il n'y a qu'un nombre limité de couches qu'on peut changer par jour ou de balades qu'on peut faire avec un bébé par jour avant de se rendre compte, mais en fait, j'ai encore du temps restant. Donc, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est, et ce n'est pas mon premier livre, hein, c'est mon 7e livre. Et depuis, j'en ai écrit 2 autres, un livre pour enfants et un autre petit ouvrage qui sort sur Amazon bientôt. Ce besoin de création, c'est celui qui m'a amené à créer mes différentes entreprises qui ont toujours été dans la transmission, que ce soit mon école de danse latine parce que j'adorais la salsa et je voulais partager cette passion avec d'autres personnes, que ce soit mon institut de coaching pour les célibataires parce que moi, j'avais vaincu ma timidité et je voulais partager avec les autres. Et là, je ressentais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore partagé et qui était important. Je me suis rendu compte du nombre de personnes autour de moi qui me demandaient des conseils aujourd'hui pour oser se lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle carrière, dans le lancement d'une entreprise. Et pendant les 10 premières années du mouvement des entrepreneurs libres, je me suis principalement consacré à parler à des entrepreneurs qui avaient déjà une activité, qui savaient déjà quel était leur projet, qui savaient déjà quel était leur produit et qui voulaient faire un lancement orchestré, faire entrer plus de ventes, le développer ou automatiser leur vente avec un système qu'on appelle la machine à vendre. Mais je me suis rendu compte, tiens, en fait, je ne propose pas, on est en 2017, je me suis rendu compte, je ne proposais pas de réponse et de solution pour les personnes qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau. Je me suis rendu compte, en allant dans les librairies, voir qu'est-ce que je peux recommander, que je ne pouvais pas recommander ce qu'il y avait parce que c'était incomplet. La plupart des livres qu'on trouve pour les entrepreneurs, soit c'est des livres pour les gens qui sont déjà en affaires, comment doubler votre efficacité commerciale, ou des livres inspirant l'histoire de tel ou tel milliardaire qui a réussi du jour au lendemain à révolutionner le monde, qui sont inspirants, mais c'est difficile de s'identifier. Parce que quand on lit l'histoire de Steve Jobs, bon, c'est bien sympa, mais si on n'est pas allé à Stanford, on n'est pas né pile au moment de la transition vers l'informatique, on n'a pas les bons contacts, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on se dit, bon, bah, c'est bien sympa pour lui, mais moi, je veux juste être conseillère en images, j'habite à Genève, je ne vois pas le rapport en fait avec ma vie. Ça, c'était le deuxième type. Et le troisième type, il y a les livres pour ceux qui veulent se lancer, mais ils ont tendance à être très scolaires, 30 pages sur comment faire un business plan, avec des fichiers Excel immenses à télécharger où on ne sait même plus par où commencer. Et aussi, ils ont tendance à s'adresser à ceux qui savent déjà, je vais créer, qui savent déjà pourquoi ils vont créer. Alors que ce que j'ai réalisé en faisant une étude auprès de 200 porteurs de projets qui m'ont dit, Sébastien, chaque année, je me fixe la bonne résolution que c'est bon, cette année, je change. Et finalement, je suis toujours dans le même job ou je suis toujours au RSA ou voilà. Eh bien, quand j'ai fait cette étude, je me suis rendu compte que ces personnes-là ont des blocages, ont des difficultés, ont la peur du risque, ont des appréhensions, n'osent pas se mettre en avant et que ce n'est pas un livre sur le business plan qui va les débloquer. Ouais. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire Profession Entrepreneur Libre. Pendant la période de 2018 et 2019, j'ai passé plus de temps sur ce livre que j'en ai passé sur mon entreprise, ce qui fait un manque à gagner. Quand on sait que mon entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires annuel, mon livre, j'ai dépensé plus pour le faire et je passe par un éditeur, mais il y a eu tout
le travail après de promotion, etc., ce n'est pas un objectif financier. Clairement, j'aurais pu juste travailler une deuxième journée par semaine dans mon entreprise pour faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, en théorie. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce partage, il était important. Donner non seulement les outils concrets, mais donner aussi le déclic. Ouais. Est-ce que je suis fait ou faite pour créer mon entreprise? Et dans le livre, j'explique qu'il y a 79 bonnes raisons de ne jamais créer son entreprise. Et je donne les 79 raisons. Comme ça, si une lectrice les lit et se dit, effectivement, c'est pas fait pour moi, je lui ai épargné des années de douleur et d'agoniser en se disant, non, il faut absolument que je le fasse, mais en même temps, le conflit intérieur. Et il y a 8 bonnes raisons de le faire. Et si quelqu'un se reconnaît plus dans les 8 raisons un peu folles de créer son entreprise que dans les 79 bonnes raisons de ne pas créer son entreprise, eh bien là, ça permet de se libérer, d'oser, de passer à l'action. Et c'est ce que je veux encourager. Génial. Donc, Sébastien, pour résumer, finalement, ce qui te… Je sens quand tu parles que vraiment, il y a des valeurs très fortes chez toi en termes de transmettre, partager, aider les autres. C'est certainement ça qui t'a motivé à produire un ouvrage aussi riche, hein. Vraiment, les amis, si vous ne connaissez pas le livre de Sébastien, on va faire apparaître les liens là maintenant. Il y a moyen de vous procurer en Kindle, il y a moyen de vous procurer en podcast, mais aussi en version papier palpable, profession entrepreneur libre. Je sais qu'il y a un autre lien, Sébastien, où tu peux accompagner les gens pendant 15 jours. C'est totalement gratuit. Vous allez là, c'est les premiers baby steps à faire quand on a cette envie d'être libre, de créer quelque chose, de vivre de sa passion. C'est ça. J'ai créé un atelier qui s'appelle 15 jours pour gagner votre liberté en vous mettant à votre compte, qui est en fait le complément du livre. Parce que donc le livre est disponible dans toutes les librairies, mais peut-être qu'il y a des personnes qui t'écoutent qui sont dans des endroits reculés où il faut commander le livre et ils veulent se lancer maintenant ou elles veulent se lancer maintenant ou qu'en sais-je. Et en fait, au cours des 15 jours, il y a aussi l'accès à un documentaire qui s'appelle Profession entrepreneur libre et qui permet en fait de voir l'histoire, parce que je raconte l'histoire de 9 entrepreneurs hommes et femmes qui se lancent à partir de parcours très, très différents. Que ça soit celui qui a 59 ans décide de lancer une entreprise sur Internet, ou la mère célibataire qui plaque son job bien payé, où tout le monde lui dit « mais tu es complètement folle » pour aller vers quelque chose qui a du sens parce qu'elle sent qu'elle est en burn-out, en épuisement professionnel. Le jeune de 16 ans qui décide de devenir coach de vie et qui donc du coup doit affronter le regard des autres et les objections. Mais tu es trop jeune pour faire ça, comment est-ce que tu peux te lancer? La banque qui ne veut pas lui avancer d'argent. Et donc j'explique leur parcours, leurs difficultés qu'ils ont rencontrées, les obstacles, les rebondissements et comment est-ce qu'ils sont arrivés à leur objectif. Presque tous. Il y en a un dans le groupe qui n'y arrive pas, on explique pourquoi. Et dans le documentaire, du coup, ça permet de les voir aussi de vive voix, en fait, parler de leur parcours et de leur histoire. Donc, je te transmettrai le lien pour que tu puisses le donner. Avec grand plaisir. En plus, ton bouquin, c'est vraiment la Bible de l'entrepreneuriat. C'est un vrai guide pratique. Par quelles étapes on passe, c'est hyper didactique, en fait. Tu as quelque chose de très, très structuré, en fait, Sébastien. Merci. Je pense que le plus important pour moi, c'était de commencer. Et c'est la première partie du livre, c'est quelque chose qu'on trouve dans aucun autre livre d'entrepreneuriat, qui est la question: êtes-vous fait du bois dont on fait les entrepreneurs à succès? Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Et du coup, j'ose démonter les mythes et dire la vérité, parce que les études à la fois menées par le mouvement des entrepreneurs libres, mais aussi celles menées par l'INSEE et d'autres organismes, montrent que l'entrepreneur moyen gagne 10% de moins de salaire que le salarié dans le privé moyen, qui travaille pourtant plusieurs heures de plus par semaine. Et donc, du coup, il faut se poser la question. Par exemple, par rapport à ça, il faut se poser la question. La première question, c'est: est-ce que j'ai envie d'être dans la moyenne? Parce que ça ne vaut pas le coup de s'affranchir du conformisme et de dire « je veux gagner ma liberté » si c'est pour se mettre dans un autre conformisme et dire « je vais être l'entrepreneur moyen ». Non, il faut se dire « je vais essayer d'apporter ce petit plus de valeur à mes clients, de me démarquer », qui fait que je vais être pas forcément dans le top 1%, mais au moins dans le top 10%, par exemple. Ouais. Et par exemple, être dans les 10% d'entrepreneurs à succès,
les statistiques le montrent, être dans les 10% d'entrepreneurs qui réussissent le mieux, c'est automatiquement être dans les 1% de la population française qui gagne le mieux leur vie. Il y a un effet démultiplicateur sur notre effort quand on est entrepreneur. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a aussi la question de dire, si à la limite je me retrouvais dans la moyenne, est-ce que je serais prêt ou prête à accepter de perdre 10% de revenus, mais pour travailler dans quelque chose que j'adore, qui apporte de la valeur, que j'aime faire et pour m'épanouir. Et pour beaucoup de personnes, je pense que la réponse serait oui. Effectivement, ils seraient prêts à faire ça. Je ne dis pas de le faire parce que je dis qu'il ne faut pas être dans la moyenne, mais je dis que même si on se retrouve dans la moyenne, c'est quand même pas mal. Ouais. Merci Sébastien. La plupart des personnes qui vont nous regarder sont majoritairement des femmes qui rencontrent parfois, même souvent, vraiment la difficulté d'oser, de dépasser ses peurs, de vraiment faire ce saut dans le vide finalement. Est-ce que tu aurais un petit conseil, un petit truc à faire par rapport à cette notion-là de comment finalement faire ce pas et d'y aller? Je dirais que le principal facteur qui nous permet de franchir le pas, c'est un facteur de connaissance de soi qui nous permet de connaître la motivation réelle derrière notre projet. Ok. Là, ça fait maintenant, on approche des 20 000 entrepreneurs qu'on a accompagnés au sein du mouvement des entrepreneurs libres. Et c'est sidérant pour moi le nombre de personnes qui se fixent des objectifs parce que ça semble être l'objectif qu'il faut se fixer. C'est des objectifs arbitraires qui viennent de l'extérieur. Oui, ouais. Je veux devenir millionnaire. Oui, je veux gagner 10 000 euros par mois. C'est souvent des chiffres ronds. C'est souvent des chiffres. Et tout ça, en fait, il n'y a pas de substance derrière. Dès qu'on a des objectifs chiffrés et ronds, c'est un signe quasiment systématique que c'est un objectif qu'on a fixé parce que ça fait bien de le dire, mais ce n'est pas la vérité de notre personne et de notre motivation. Ouais. Et pour moi, par exemple, c'était bien plus important de me dire, eh bien, je veux avoir du temps à passer avec ma fille qui vient de naître. C'est la raison pour laquelle je crée mon entreprise de façon à travailler juste un jour par semaine. C'était beaucoup plus important que de dire je veux gagner tant d'euros de revenus. D'ailleurs, à part les toutes premières années de mon entreprise où j'étais dans cette démarche que la plupart des gens ont au départ de dire j'ai l'objectif de tant d'euros, j'ai arrêté en fait complètement. Ça fait bien des années que j'ai arrêté d'avoir un objectif de chiffre d'affaires, de dire je veux, surtout un objectif rond. Après, dans mon livre, j'explique quand on se lance quand même, quand on fait ce que j'appelle le business plan express, eh bien, on doit quand même savoir combien coûte notre train de vie, combien est-ce qu'on doit gagner pour ça. Je donne la méthode de calcul qui permet de partir de aujourd'hui, mon loyer, l'alimentation des enfants, etc. Tout ça coûte tant et qui permet d'arriver à mon business plan dit que nous devons vendre 300 exemplaires de notre produit à 17 € toutes les semaines au magasin. Voilà. Ça, il y a un processus pour le faire. Mais il ne faut pas partir. Les gens ont tendance à partir dans l'autre sens, dans le mauvais sens. Donc, quand on veut se motiver et oser d'y aller, il y a une méthode. Alors, je vais essayer de montrer le cadran qui se trouve dans le livre pour qu'on puisse le voir. Il y a une méthode que j'ai appris de mon ami et mentor Bill O'Hanlon. Et Bill est un... Alors c'est toujours quand on... Voilà. Donc, ce sont les 4... Okay. Voilà, on le voit bien ici. Ouais. C'est pour trouver notre idée de projet. Et c'est les 4 cadrans de la motivation. Et en fait, ça va nous permettre de mieux nous connaître et de cerner quel est le projet qui va nous correspondre le mieux. Au lieu de partir du marché en disant qu'est-ce qui se vend bien en ce moment et qui serait l'aubaine. Je vais commencer par repérer ce qu'on appelle le cadeau inespéré, c'est le premier cadran, c'est-à-dire quelle est ma motivation extrinsèque positive. Qu'est-ce que le monde extérieur m'a apporté? J'ai eu de la chance, je n'ai pas forcément fait quelque chose pour avoir ça, j'ai rencontré un mentor, j'ai été aidé, j'ai eu une chance que d'autres personnes n'ont pas et que j'aimerais pouvoir partager avec d'autres. Ça, c'est un premier facteur de motivation. C'est une motivation qui nous vient de l'extérieur parce qu'on a reçu cela en cadeau et que maintenant, on se dit c'est tellement dommage qu'il y a des gens qui n'en aient pas eu ce cadeau que j'aimerais le partager avec eux. Ouais.
Le deuxième cadre, donc il y a 4 cadrans tout autour. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le moment désespéré. C'est la motivation extrinsèque négative. Qu'est-ce qui m'est arrivé où j'ai été blessé, j'ai eu de la peine, j'ai eu de la douleur, j'ai eu de la colère? Quelle expérience négative m'a fait bouger, et que cette expérience, je souhaite éviter à d'autres personnes de la vivre. Ça peut aussi bien être une rupture qui s'est très très mal passée, qu'une situation de santé, un problème familial, un problème professionnel, ou qui a été tellement intense que je veux absolument éviter à d'autres personnes de vivre. Dans le livre, par exemple, je raconte l'histoire de Jeanne Nuhira, qui a vécu un burn-out dans son travail en tant que fonctionnaire pour la Commission européenne. Elle a vécu un burn-out, épuisement professionnel, elle ne pouvait plus se lever le matin. On lui a découvert une maladie auto-immune. Elle est rentrée dans son pays d'origine, retrouver ses racines au Burundi. Elle est tombée dans une guerre civile et on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Ça fait pas mal de moments désespérés, traversés en l'espace de quelques années, mais elle en est ressortie avec une motivation en fer, indestructible, où elle s'est dit, mais en fait, tout ce que j'ai vécu qui a été très difficile est parti de la perte de sens que j'ai eue de mon travail et de mon burn-out, et aujourd'hui, je veux éviter à d'autres personnes de vivre ce même genre d'expérience dans leur travail à eux. Ouais. Le troisième cadran, c'est le plaisir intempéré. Ça, c'est la motivation qui vient de l'intérieur. Une motivation intrinsèque positive. Je vais prendre mon exemple. J'adorais tellement la salsa. Je suis tombé dedans comme Obélix est tombé dans la potion magique. Sauf que moi, ce n'était pas quand j'étais petit. J'étais étudiant en fin d'études, très maladroit. Des fois, je trébuchais même en marchant dans la rue sans raison parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec moi. J'étais timide. Et un jour, pour une longue histoire que je ne raconterai pas là, je me suis retrouvé forcé de prendre un cours de salsa. Contre mon gré, mais j'ai pris le cours de salsa. Et en fait, il s'avérait qu'après 4 cours, je me suis rendu compte, mais en fait, ce truc, mais c'est génial. On rencontre plein de personnes, tout le monde sourit, tout le monde rigole, il y a de la musique, on bouge, etc. C'était une révélation. Et à partir de ce moment-là, on était en 2013, je pense, pendant les 7 années qui ont suivi, il ne s'est pas passé une semaine sans que je lance pas la salsa, et même presque tous les jours. Et ça, j'avais envie de le partager. Et donc, évidemment, quand je crée mon école de danse et que je donne des cours de danse avec cette passion intérieure qui me motive, que j'ai envie de partager, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'impact et de capacité de conviction que le prof de quartier qui s'est lancé parce qu'il s'est dit il y a une opportunité, là, ça c'est à la mode, je vais passer mon monitorat et je vais enseigner ça, et qui donne des cours, bon, allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, voilà. C'est le jour et la nuit. Donc, ce troisième cadran, il est aussi important, c'est ce qui vient de l'intérieur. Et le quatrième cadran, eh bien, c'est motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, négative cette fois-ci. J'appelle ça le rebelle exaspéré. C'est quelles sont les choses autour de nous ou dans notre quotidien qui nous font nous arracher les cheveux et qui font qu'on se dit mais c'est pas possible que personne n'ait trouvé une solution à ça, qui nous scandalise, qui nous révolte. Et qu'est-ce qu'on peut du coup apporter comme solution pour éliminer ce problème, pour être créatif. Ça a été ce qu'a vécu, je raconte l'histoire de Peggy Tournigan, qui travaillait dans un job bien payé, consultante à Paris, et qui, quand elle a découvert pour elle-même en fait le yoga et la méditation, parce qu'elle avait des problèmes de maladies auto-immunes qu'elle a voulu régler par des méthodes de la médecine non occidentale, on va dire, quand elle est retournée après à son job et qu'elle a vu comment ses collègues étaient éteintes, elle s'est dit non, ça me révolte, il faut que j'apporte quelque chose de différent. Et elle a monté avec son compagnon l'Académie du développement personnel. Ok, ouais, super clair. Merci Sébastien. Sébastien, il y a une question qui revient fréquemment chez les femmes par rapport à un métier de service. C'est comment est-ce que comment est-ce que je quantifie ma valeur? Comment est-ce que je me fais payer à mon juste prix? En fait, on voit que dans les statistiques, dans la réalité, c'est vraiment comme ça que ça se passe, que les femmes se sous-payent finalement et ont vraiment une difficulté à
vraiment poser leur juste valeur dans leur prix, dans leur service, etc. Écoute, c'est un phénomène que j'ai constaté qui m'a marqué. Il y a une raison pour laquelle, dans la dédicace au début de mon livre, je dédicace à 4 personnes, 3 sont des femmes qui montaient leur projet et de mon entourage, qui montaient leur projet. Et à mesure que j'écrivais le livre, qui me disaient c'est quoi le chapitre d'après parce que c'est bon, j'ai fait les exercices et tout, et qui avançaient, c'est que j'ai constaté en fait à quel point effectivement on a des blocages qui sont intérieurs, c'est-à-dire pour la femme entrepreneur, et aussi qui sont sociétaux, c'est-à-dire ce que son environnement lui reflète. Okay. Et je vais prendre un exemple concret qui se trouve au tout démarrage d'activité. C'est qu'en fait, quand j'ai démarré le mouvement des entrepreneurs libres, il y avait environ un quart des créations d'entreprises qui étaient par des femmes, 27%. Et c'était aussi représentatif des premières personnes inscrites sur la newsletter. Sur les 5000 premières personnes, il y avait à peu près 1250 femmes. Donc, c'était pile poil un quart. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que très rapidement, au fil des années, la proportion de femmes qui me suivaient, qui étaient abonnées, augmentait très, très vite. Alors, je me suis dit, parce que je suis séduisant, c'est peut-être pour ça. Mais je me suis dit aussi, tiens, il y a un changement qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est à 40% des créations qui sont faites par des femmes. Cependant, pour les entreprises qui cherchent des financements, que ce soit les startups technologiques qui prennent des investisseurs, des angel investisseurs, ou les entreprises qui demandent à des banques, etc., on constate que seulement 100% des entreprises, 40% des fonds, 40% des entreprises sont créées par des femmes. Quel pourcentage des fonds investis vont aux entreprises créées par des femmes? Seulement 7%. Une toute petite tranche comme ça du camembert. Et ça c'est une statistique que je trouve choquante et fascinante en même temps. Pourquoi pourquoi une telle différence? Eh bien, il se trouve qu'un institut a monté une recherche assez complexe pour pouvoir voir qu'est-ce qui fait que les femmes reçoivent moins d'investissement que les hommes, on va dire, quasiment à nombre de projets égaux. Donc, ils ont testé plusieurs facteurs. Il s'avère que les femmes ne présentent pas leur projet d'une façon vraiment distincte de la façon dont les hommes utilisent pour présenter leur projet aux investisseurs. Donc, ce n'était pas ça le facteur. Il s'avère que les investisseurs, même si historiquement, il y a quand même plus d'investisseurs masculins que d'investisseurs féminins, il s'avère que ce n'est pas là non plus que se joue la différence. C'est-à-dire, un jury de femmes investisseuses donne quand même beaucoup moins d'argent aux femmes entrepreneuses qu'aux hommes. Okay. Donc, ce n'est pas ça la cause non plus. Ce n'est pas une question de sexisme. Il s'avère que donc, l'argumentaire est le même. Quand on demande aux investisseurs est-ce qu'ils ont des préférences, ils vous diront non, on est tout à fait neutre. Et donc, les chercheurs ont bloqué pendant longtemps pour arriver à trouver la solution, jusqu'à ce que quelqu'un observe les questions qui sont posées. En fait, quand vous venez présenter votre projet à une banque ou un investisseur, eh bien, on ne vous pose pas la même question selon que vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Et donc, ça, c'est un résultat de recherche que je détaille dans le livre Profession entrepreneur libre, parce que c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Le piège est le suivant. Vous êtes face à un investisseur. Si vous êtes un homme, il va vous poser ce qu'on appelle des questions de promotion. Il va vous dire, OK, donc vous lancez cette entreprise qui vend des thermos personnalisés. Bon, comment est-ce que vous comptez acquérir des parts de marché sur le marché du thermos? Comment est-ce que vous allez vous démarquer de la concurrence? Et donc, comme on vous a posé cette question-là, spontanément, vous allez répondre, ben voilà, ce qu'on a prévu en termes de marketing, en termes de promotion, en termes d'offres spéciales, en termes d'expansion sur le marché. Si vous êtes une femme, l'investisseur, que ce soit un investisseur ou une investisseuse, n'a pas d'influence, va spontanément, et ça c'est un truc sociétal dont on doit se débarrasser, mais qu'il faut prendre en compte parce que c'était vrai aujourd'hui, l'investisseur va avoir tendance à vous poser ce qu'on appelle des questions de protection. Ils vont vous demander, eh bien, vous vous lancez sur le marché des thermos personnalisables, comment est-ce que vous avez prévu de diminuer votre risque financier? Comment est-ce que vous avez prévu de résister à la concurrence des produits chinois? Et donc, comme on vous a posé cette question-là, spontanément, vous avez tendance à avoir des réponses qui sont des réponses à une question de protection, donc qui sont des réponses sur la défensive. Et ce qui est fascinant, c'est que les chercheurs ont testé, qu'est-ce qui se passe si on inverse?
eh bien, les hommes ne font pas ne reçoivent. Si les hommes donnent des réponses sur la défensive, ils ne reçoivent pas d'investissement non plus. Si les femmes donnent des réponses sur l'offensive, elles reçoivent des investissements. Mm. Donc, ça nécessite, en tant que femme entrepreneur qui se lance, ça nécessite d'être capable de rebondir et de rester sur l'optique. Je vais utiliser le terme offensif, mais c'est juste parce que je viens d'utiliser le terme défensif, mais l'optique de la promotion. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour mettre en avant? Donc, si on me pose une question comme cela, du style, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour résister à la concurrence des produits chinois ou pour réduire votre risque financier? Ma réponse va être, eh bien, il se trouve que le marché est tellement important qu'aujourd'hui, la question principale, c'est surtout d'acquérir les parts de ce marché. Ce n'est pas d'essayer de jouer au coude à coude avec les produits chinois. Au contraire, nous proposons quelque chose de complètement différent et voici ce que nous avons prévu pour que notre produit soit présent dans toutes les boutiques de France d'ici à la fin de l'année. Donc, et dans le livre, je détaille un petit peu plus avec un bonus à ce sujet. Ce qu'il faut comprendre maintenant, donc là, pourquoi est-ce que j'ai parlé de cette question de l'investissement? Et ne concerne pas tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui veut être coach en relooking n'a pas besoin d'un gros investissement financier ou naturopathe n'a pas besoin d'investissement financier. Mais c'est parce que ça nous donne une réponse importante sur quel est le facteur de succès numéro 1 pour une femme qui se lance quand elle lance son entreprise. Et ce facteur numéro 1, ce n'est pas le goût du risque. Beaucoup de gens pensent que dans les qualités indispensables pour l'entrepreneur, il y a le goût du risque. Et en fait, je dis non. Il y a des entrepreneurs à succès à tous les endroits du prisme du risque, des personnes extrêmement casse-cou, comme Yvan, dont je raconte l'histoire dans mon livre, qui est quelqu'un qui adorait faire des cascades dangereuses en voiture, qui faisait le yamakasi sur les toits, etc., dans sa jeunesse. De l'autre côté, des personnes qui sont extrêmement prudentes. J'ai par exemple un client qui a gardé son job salarié alors que son entreprise faisait déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais qui n'osait pas lâcher son job salarié parce il attendait encore plus de sécurité. Donc, si quelqu'un qui nous écoute ressent le besoin de sécurité et de soutien, c'est totalement OK que de ne pas avoir le goût, l'appétit du risque. Par contre, ce qu'on doit développer à côté, c'est la conscience de notre propre valeur. Et pour moi, la conscience de notre propre valeur, elle vient quand on a suffisamment d'amour des gens et de vraie générosité, qui est la 8e. Donc, dans le livre, je développe 8 qualités qui font le succès de l'entrepreneur. Et je pense pour conclure que cette 8e, elle est très importante pour une femme entrepreneur qui se lance. Ce que j'appelle la vraie générosité, c'est vouloir donner, même si ça veut dire dépasser nos propres limitations. Ouais. C'est comme, finalement, Sébastien, est-ce que c'est pas… Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. J'ai aussi un parcours de grand, timide, angoissé. Mais dès que je me connecte à comment je peux vraiment contribuer, aider les gens, je me connecte à quelque chose qui est comme plus grand que moi, ça me donne ce focus, ça me donne cet ancrage, ce leadership d'y aller, en fait. Exactement. Ça rejoint un peu ça? C'est ça que tu veux dire? C'est exactement ce que je veux dire. Okay. Et je vais te donner une métaphore. Donc, nous sommes partenaires. Donc, le Mouvement des entrepreneurs libres, on est partenaire d'une ONG qui s'appelle Village Impact, qui en fait construit des écoles dans des pays où il y a des populations réfugiées qui du coup n'ont pas accès à des infrastructures et qui du coup se retrouvent dans un village temporaire avec des tentes. Un des villages, Lomo, où on a construit une école en 2016, par exemple, ça fait 9 ans que les gens sont là. Ils sont là pour 3 semaines. Ils étaient là pour 3 semaines, ils sont là depuis 9 ans, avec maintenant des maisons en terre, construites avec la terre qu'ils ont trouvée sur place, si tu veux. Et il n'y a aucune infrastructure. Donc, on construit les écoles là. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu construis l'école, ça amène tout le reste à se faire autour. C'est comme si la vie, d'un coup, se construit. Les gens se rendent compte, mais en fait… le reste de la ville se fait autour. On met un puits, ça pousse le gouvernement aussi à vouloir développer des choses, à mettre justement un puits, à amener l'électricité, etc. Et en fait, je vais prendre cette métaphore parce que la plupart des gens se disent, mais en fait, j'aimerais apporter quelque chose de vital autour de moi. J'aimerais par exemple apporter de l'eau à ces personnes qui meurent de soif. Mais ils se disent, j'aimerais juste le faire, et ils restent en fait
en train de, soit par perfectionnisme, concevoir la bouteille parfaite. En se disant, ben oui, mais je vais apporter de l'eau, mais il faut que la bouteille soit ergonomique, il faut qu'elle soit légère, il faut qu'elle soit dans un matériau issu du recyclage, il faut qu'elle soit durable, etc. Pendant ce temps-là, les gens sont en train de mourir l'un après l'autre, mais nous, on est en train de finir notre bouteille. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est les gens qui ont comme ça les bras chargés de cartons d'eau et qui se disent, ah oui, mais j'ose pas me mettre en avant et aller parler aux gens et leur dire, voilà ce que j'ai à vous proposer. Vous allez voir, si vous buvez de l'eau, vous serez en meilleure santé que si vous vous contentez d'essayer de filtrer la boue de la rivière. Et donc, ils restent comme ça, avec leur carton, bloqués, et en se disant, mais j'ose pas, je peux pas me mettre en avant. Donc, il y a tout un travail, je pense, d'éducation des pères, parce que pour des raisons psychologiques, je pense que c'est une des raisons principales de la création de cette réaction chez leurs filles. Donc, j'essaye d'être... c'est une dimension sur laquelle j'ai décidé de me dévouer d'être un bon papa et d'apprendre beaucoup là sur le sujet. Mais il y a aussi un travail à faire sur soi, parce qu'on ne peut pas forcément changer nos parents. On en est là où on en est. De dire, OK, non, aujourd'hui, il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui ont besoin de mes conseils de naturopathie, il y a des gens qui ont besoin de mes machines-outils, si c'est ce que je vends, il y a des gens qui ont besoin de mes accessoires de mode, il y a des gens qui ont besoin de mes ustensiles informatiques, de quel que soit le produit ou service. Ces gens-là, aujourd'hui, ils en ont besoin là, maintenant. Si je ne les accompagne pas, si je ne les aide pas, si je ne vends pas mon produit, ils vont soit rester sans solution à leurs problèmes, soit avoir des solutions inadéquates à leurs problèmes, soit dépenser trop et ne pas pouvoir résoudre leurs problèmes. Et donc, je me permets, moi, en tant que personne, de passer en second derrière l'aide que je veux apporter. Pas mes besoins, hein. Je ne dis pas je travaille 100 heures par semaine, etc. Je dis juste mon amour-propre, je le mets dans un tiroir temporairement pour aller aider. Et petit à petit, ça, en fait, ça construit la confiance parce qu'on voit, en fait, l'impact qu'on a. Ça nous donne envie d'aider davantage, de développer notre activité davantage. Ouais, c'est un super conseil. Je te remercie vraiment, vraiment, Sébastien. Merci pour ton temps, ta générosité, ton authenticité. Tu as partagé plein de choses, plein de pépites. Le fait de comment est-ce qu'on peut quand même se lancer avec une première version acceptable et vendable. Comment est-ce qu'on peut aussi, par le pouvoir de délégation, pouvoir vraiment créer un projet qui a beaucoup de valeur pour nous. Tu as pris l'exemple avec ton livre où finalement tu as délégué plein de choses à ton entreprise et ton équipe en place. Il y a des valeurs qui ressortaient vraiment très fort chez toi dans le sens de la transmission, la contribution, le partage, la liberté. Je crois que c'est des valeurs qui finalement font souvent écho chez les entrepreneurs. Tu as parlé de la notion de comment est-ce qu'on peut parfois tout simplement dans l'entrepreneuriat créer un service qu'on ne trouve pas soi-même. Tu as pris cet exemple-là avec les livres que tu cherchais dans l'entrepreneuriat et que tu ne trouvais pas forcément. Tu as parlé de la notion de se connaître. Une des premières étapes quand on veut apprendre à oser faire ce pas, c'est important d'aller dans la connaissance de soi. Tu as parlé des 4 motivations, avec les motivations extrinsèques, les motivations intrinsèques, et tu viens nous donner une super pépite par rapport à comment est-ce qu'on peut y aller, comment est-ce qu'on peut se donner de la valeur finalement en axant son focus dans la générosité vers les autres. On remet les liens sous cette vidéo de ce fabuleux bouquin. C'est plus qu'un bouquin, c'est un guide pratique avec des études de cas extraordinaires, profession, entrepreneur libre, et ce lien pour pouvoir suivre ces fameux 15 jours, accès aux documentaires, c'est gratuit, sur tous les premiers pas que vous pouvez faire. Merci Sébastien pour ton temps. Encore merci à toi, André. À bientôt. Au revoir.